Commençons dans cet exercice par déterminer les coordonnées du point I. Voilà. I est le milieu de AH, de ED aussi, donc vous pouvez partir de l'une ou l'autre de ces hypothèses. Je vais partir du fait que I est le milieu de AH. Comme c'est le milieu de H, je vais appliquer la règle de calcul des coordonnées d'un milieu, mais tout d'abord j'ai besoin des coordonnées du point A. Alors ça c'est relative origine du repère, et le point H ensuite, donc là il faut que je fasse bien attention au repère qui est proposé, c'est le repère A, AB, AD, AE. Donc on commence par lire les coordonnées du projeté de H sur la droite AB, et si on projette H sur AB, on tombe sur A, son abscisse est donc 0. Ensuite, si je projette le point H sur l'axe AD, qui est l'axe des ordonnées, je tombe sur le point D, pile donc à l'ordonnée 1. Et enfin, sur l'axe AE, qui est le troisième axe de notre repère, je tombe sur le point E. Donc la cote est égale, elle aussi, à 1. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer les coordonnées de I. J'applique xi égale xa plus xh divisé par 2. Ça fait donc 0 plus 0 divisé par 2, ça fait 0. Pour l'ordonnée de I, la même formule, mais avec les ordonnées de A et de H. Voilà. Je trouve donc 0 plus 1 sur 2, ça fait 1,5. Et enfin, même chose pour la cote, donc qui est la demi-somme des cotes de A et de H, et qui donne également 1,5. Je reviens les coordonnées suggérées par l'énoncé pour le point I. Donc le point I a pour coordonnées 0 en abscisse, en cote, en ordonnée, et en cote. Voilà. Je passe maintenant à la démonstration du fait que le vecteur n est normal au plan FIJ. Donc là, ça passe par une bonne connaissance du cours. Pour qu'un vecteur soit normal à un plan, il doit être orthogonal à tous les vecteurs de ce plan, mais on ne peut évidemment pas vérifier que n est orthogonal à tous les vecteurs du plan FIJ. Par contre, il suffit qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc je vais prendre par exemple, sans trop me fatiguer, je vais prendre le vecteur FI et le vecteur FJ, parce que j'ai les coordonnées des trois points FIJ, je vais donc pouvoir calculer les coordonnées des vecteurs FI et FJ, et ensuite tester l'orthogonalité de n avec FI d'abord, puis avec FJ. Alors je commence par les coordonnées de F, qui sont 1 en abscisse, 0 en ordonnée, et 1 en cote. Voilà. Les coordonnées de I sont juste au-dessus, et celles de J sont fournies par l'énoncé. Donc j'en déduis les coordonnées du vecteur FI en soustrayant les de F, je fais donc 0 moins 1, puis 1,5 moins 0, et 1,5 moins 1. Pour FJ, je fais la même chose, mais avec les coordonnées de J qui sont données dans l'énoncé, je suis en train de les rechercher, voilà, 1, 1 et 2 cinquièmes. Je fais donc 1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1, et 2 cinquièmes moins 1, moins 3 cinquièmes. Voilà pour les coordonnées de FJ. Maintenant, je vais tester l'orthogonalité de n avec FI d'abord, en calant scalaire FI, et en espérant trouver 0. Donc n scalaire FI, je prends les coordonnées de n et celles de FI, moins 1 fois moins 1, plus 3 fois 1,5, plus 5 fois moins 1,5. J'obtiens 1, plus 3,5, moins 5,5, et le tout bien 0. Donc n est orthogonal à FI. J'essaye maintenant avec FJ. Donc n scalaire FJ, je recommence, moins 1, l'abscisse de n que je vais multiplier par l'abscisse de FI, plus l'ordonnée de n que je vais multiplier par l'ordonnée de FJ, et enfin la cote de n multipliée par la cote de FJ. J'obtiens 0, 3, moins 3. 0 à nouveau. N est donc orthogonal. Alors si on veut rappeler la propriété, on dit que n est donc orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinéaires de FIJ. Il est donc normal à FIJ. Alors à partir de là, je dois chercher une équation cartésienne du plan FIJ et j'ai tout ce qu'il faut. Je peux dire qu'un point quelconque appartient au plan FIJ si et seulement si
Le vecteur, alors comme point du plan f et j, je peux prendre f ou i ou j, peu importe. Alors je trouve que les coordonnées de f sont relativement simples, donc je vais partir avec f. Si et seulement si fm et un vecteur normal à f et j n sont orthogonaux. Je passe aux coordonnées. Voilà, les coordonnées de fm donc sont assez faciles à calculer. Je fais x moins 1, y moins 0 et z moins 1, puisque les coordonnées de f étaient 1, 0 et 1. Je fais le produit scalaire avec le vecteur n, dont je sais que c'est un vecteur normal, moins 1, 3 et 5, et il faut que ce produit scalaire fasse 0. Voilà, je n'ai plus qu'à écrire le produit scalaire et j'ai mon équation. Donc moins 1 fois x moins 1, plus 3 fois y, plus 5 fois z moins 1, le tout égale 0, je développe, j'ordonne et je réduis, je trouve moins x, plus 3y, plus 5z, plus 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4, égale 0. Voilà mon équation cartésienne. Alors maintenant on passe à une recherche de représentation paramétrique de droite. Vous savez que pour cela il nous faut un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. Le point de la droite est clairement donné, c'est le point B. Pour un vecteur directeur de la droite, c'est pas clairement expliqué, mais on vous dit que la droite est orthogonale au plan f et j. Donc vous avez cette information-là, D orthogonale à f et j. Alors je vais juste me remettre en noir, si j'arrive à effacer. Alors, la droite D est orthogonale à f et j. Elle est donc dirigée par n'importe quel vecteur directeur de f et j. Je vais dire qu'elle est donc dirigée par le vecteur n. Voilà. Donc j'ai un point, un vecteur directeur. Je n'ai plus grand chose à faire d'autre qu'écrire ma représentation paramétrique. 3 équations, je vous le rappelle, qui sont formées par les coordonnées du point. Alors le point B, on n'a pas encore donné ses coordonnées, mais c'est un point du repère, hein, c'est le point qui définit l'axe des abscisses, avec l'origine bien sûr, donc c'est 1, 0 et 0. Le 0, je ne vais pas l'écrire. Et je vais prendre le vecteur n, donc comme paramètre, je choisis la lettre que je souhaite. Alors le vecteur n, ses coordonnées étaient moins 1, 3 et 5, donc ça me fait moins t, 3t et 5t. Je n'oublie pas de préciser que t prend toutes les valeurs réelles, sinon c'est pas tout à fait une droite, ou en tout cas pas forcément une droite. Voilà ma représentation paramétrique. Alors pour la question de B, je vais bien me rappeler de mon cours. Qu'est-ce que c'est que le projeté orthogonal de B sur f et j? C'est un point qui appartient à la fois à B, au plan f et j, et à la droite perpendiculaire au plan f et j, passant par B. Alors, je vais écrire le système qui donc définit le point d'intersection. D'abord, j'écris que m vérifie, les coordonnées de m vérifient l'équation du plan. Ça me fait donc moins xm plus 3ym plus 5 fois zm moins 4. Donc je répète, cette égalité, elle veut dire que le point m appartient au plan. Donc f et j. Deuxième chose, le point m, il appartient aussi à la perpendiculaire au plan f et j passant par B, autrement dit à la droite D. Donc les coordonnées de m doivent vérifier la représentation paramétrique de la droite. C'est-à-dire que xm peut s'écrire 1 moins t, ym peut s'écrire 3t, et zm peut s'écrire 5t. Je reprends ce que j'ai trouvé juste au-dessus. À partir de là, je suis ramené à un problème d'intersection entre une droite et un plan, qu'on maîtrise bien, problème assez facile. Je réinjecte les expressions paramétriques de x, y et z dans l'équation du plan. J'obtiens l'opposé de 1 moins t, plus 3 fois 3t. Alors là j'écris tout, mais vous pouvez bien sûr aller plus vite que moi. Plus 5 fois 5t, moins 4, je vais me faire un peu de place, égale 0. Et toujours les équations paramétriques de la droite qui vont rester en attente. Quand j'aurai trouvé t, elles me permettront d'obtenir les coordonnées du point d'intersection. Je trouve maintenant la valeur de t, donc dans la première équation j'ai t plus 9t plus 25t, donc j'ai au total 35 fois le paramètre t. En termes constants, j'ai moins 1, moins 4, c'est-à-dire moins 5, je le passe dans l'autre membre, ça fait 5. Je recopie encore mes équations paramétriques. Et je finis par trouver la valeur de t, qui vaut donc 5/35e, soit 1/7. J'en déduis que l'abscisse de m vaut 1 moins 1/7, c'est-à-dire 6/7. L'ordonnée de m
vaut 3 fois 1 septième, donc 3 septièmes, et enfin Zm qui vaut 5 septièmes. Je compare ça aux valeurs qui m'étaient proposées, et je passe à la suite. Alors, dernière question de cet exercice, et je vais compléter un tout petit peu ma figure pour que vous compreniez bien ce qu'on attend. Donc, sur la figure, je vais dessiner la perpendiculaire au plan FIJ, alors aussi précisément que possible, mais il va falloir que vous soyez indulgents. Voilà. La perpendiculaire, ici j'ai le point projeté orthogonal de B sur le plan FIJ qui est donc M, et la droite je peux la poursuivre ici. Voilà, j'ai bien un angle droit que je vais marquer là entre la droite et le plan FIJ, je sais pas, bon, ça se voit pas forcément très bien. Et la question posée, la question surtout en question 3B, on cherche l'angle entre MB et F. Voilà, donc l'angle entre MB et F c'est celui-ci. Voilà, qu'on peut appeler alpha, enfin peu importe, hein, c'est pas très important de lui donner un nom. Voilà, donc deux parties à cette question, on va se laisser guider, on va commencer par calculer le produit scalaire entre BM et BF. Alors vous savez qu'il y a plusieurs manières pour calculer le produit scalaire, vous les avez apprises en première. Ici, je vais utiliser la plus facile, celle qui utilise les coordonnées, puisque j'ai les coordonnées de tous les points. Je commence donc par calculer les coordonnées du vecteur BM. Alors, celles de M, on vient de les trouver, il suffit de faire donc les coordonnées de M moins les coordonnées de B, donc 6 septièmes moins 1, ça fait moins 1 septième, ensuite 3 septièmes moins 0, et 5 septièmes moins 0. Voilà, ça c'est les coordonnées du vecteur BM. Pour celles du vecteur BF, alors je ne sais pas si elles ont été déjà calculées, non je ne crois pas, mais en tout cas pas de difficulté, voilà, puisqu'on a 0 en abscisse, 0 en ordonnée, et 1 en cote. Voilà, je vous laisse prendre les coordonnées de B qu'on a déjà trouvées à plusieurs reprises, celles de F aussi, et on fait les soustractions qui vont bien. Je calcule donc ce produit scalaire, et qui va être très facile, puisque ça fait moins 1 septième fois 0, plus 3 septièmes fois 0, plus 5 septièmes fois 1. Je trouve facilement 5 septièmes. Alors comment maintenant déduire de ce calcul l'angle entre BM et BF, voilà l'angle qui est noté MBF. Alors c'est relativement simple, à condition d'avoir de bons souvenirs de la classe de première. Je vais utiliser une autre expression du produit scalaire, celle qui fait intervenir le cosinus de l'angle entre BM et BF, l'angle MBF. Dans la première question, j'ai utilisé les coordonnées pour calculer ce produit scalaire, mais j'aurais pu aussi utiliser la formule distance BM multipliée par distance BF multiplié par le cosinus de l'angle MBF. Voilà, c'est une deuxième manière de calculer le produit scalaire. Alors, la distance BM est un tout petit peu longue à calculer, mais vous avez une formule dans votre cours qui vous permet de calculer ça, la même formule que vous utilisez depuis la seconde et qu'on a étendue à l'espace. Je fais donc xm moins xb. Alors, si je fais xm moins xb, je vais trouver 1 septième. Si je fais ym moins yb, je vais trouver 3 septièmes, et si je fais zm moins zb, je trouverai 5 septièmes. Les mêmes valeurs que j'ai dans les calculs, le calcul des coordonnées du vecteur BM. Donc finalement, j'ai moins 1 septième au carré, plus 3 septièmes, le tout au carré, plus 5 septièmes, le tout au carré. La distance BF, alors ça c'est beaucoup plus facile, parce que clairement la distance BF est égale à 1, ça se lit de façon évidente sur la figure, sinon vous reproduisez le même calcul, mais avec les coordonnées du vecteur BF, on aura racine de 0 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. Et enfin, le cosinus de MBF, que je ne peux pas remplacer puisque je ne connais pas encore l'angle, mais justement, c'est le but. J'arrange un petit peu mon calcul de racine. Là, sous la racine, j'ai donc 1 49e plus 9 49e plus 25 49e. J'obtiens 35 49e. Ça me donne donc racine de 35 alors j'aurais pu mettre racine de 35 sur 49, mais je peux mettre racine de 35 sur 7, puisque la racine de 49 tombe juste. Et j'ai toujours le cosinus de MBF. J'ai maintenant deux expressions de mon produit scalaire. La première, 5 septièmes. La deuxième, racine de 35 septièmes, multipliée par cosinus de MBF. Comme ces deux expressions correspondent au même produit scalaire, on en déduit qu'elles sont égales.
Donc on a racine de 35 divisé par 7, cosinus de